Bonjour à tous et bienvenue sur Easy Finance. Je suis Dylan, conseiller en gestion de patrimoine, certifié AMF et CIF. Sur cette chaîne, je ne prodiguerai aucun conseil. C'est une chaîne qui se veut plutôt à vocation vulgarisation financière, si je puis dire ça comme ça. C'est une chaîne où je vais essayer le plus simplement possible de vous expliquer tout ce qui peut être lié à la finance de près comme de loin et tout simplement de vous apporter une clarté sur sur tous les produits et ce milieu qui est la finance et qui est un milieu quand même assez complexe. Donc dans cette vidéo, on se retrouve pour une vidéo donc sur le PER qui veut tout simplement dire plan épargne retraite. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que le PER, qu'est-ce que le plan épargne retraite. Dans cette vidéo, nous parlerons du nouveau PER instauré par la loi Pacte de 2019. Avant le pacte, nous avons plusieurs PER, donc le Madeline, le PERP, le Préfonds, le Corem, le PERCO et le PERE. Le Madeline, PERP, Préfonds, Corem a été tout simplement mis en un seul PERIN, le PER individuel. Le PERCO, lui, est donc devenu le PERCOL, le PER collectif. Et le PERE, article 83, est devenu le PERO collectif, donc le PER collectif obligatoire. Donc qu'est-ce que le PER? Eh bien le PER est un produit d'épargne long terme dont l'objectif est d'économiser et de faire fructifier son épargne en vue d'obtenir un capital ou une rente au moment de la retraite. Le PER nous permet de défiscaliser, ou plutôt devrais-je dire d'effectuer un report d'imposition. Ce report d'imposition, eh bien, il va nous permettre d'effectuer des économies d'impôts qui peuvent être injectées afin d'augmenter notre capital ainsi que l'effet boule de neige du placement. Donc je vous en avais un petit peu parlé effectivement lors de la vidéo sur comment agir sur ses impôts. J'ai parlé un petit peu du PER et donc là je reviens dessus tout simplement en étant plus détaillé puisque je vous avais dit qu'effectivement c'était un report d'imposition plus que une déduction. Donc c'est-à-dire que l'argent que vous allez mettre dessus qui va se défiscaliser par rapport à votre TMI. Donc si vous mettez 200 €, on va dire plutôt 1000 € sur un PER, vous êtes sur une tranche d'imposition à 11%, eh bien vous aurez 110 € du coup d'impôt en moins, puisqu'en fait ça vient tout simplement diminuer en fait. Ça veut dire que vous avez mis 1000 €, vous déclarez plus 20 000, mais vous déclarez 19 000. Voilà, donc indirectement, enfin ce qui est logique, vous enlevez 1000 €. Donc pour savoir combien vous économisez, c'est simple. Vous faites 1000 € fois votre tranche marginale d'imposition et vous avez votre économie d'impôt. Bien évidemment, cette imposition, il va falloir le payer quelque part. Il va falloir le payer à la sortie. Vous pouvez opter pour une option qui permet tout simplement de choisir que vous ne voulez pas défiscaliser à l'entrée, ce qui va vous permettre du coup de défiscaliser par contre à la sortie. Donc l'objectif forcément quand on fait un PER, c'est pas, ça peut l'être, hein, mais on va dire que le réel but c'est pas de se dire je diminue mes impôts et comme ça je vais aller les utiliser pour aller m'acheter, je dis des conneries, je sais pas, mais un paquet de clopes, une bouteille d'alcool ou je sais pas, peu importe, une pizza ou je ne sais quoi. Mais le but, ça serait plutôt de se dire, cet argent que j'ai économisé en impôts, je vais le réinjecter. Et en le réinjectant, on va augmenter notre capital investi, donc plus d'intérêt, donc plus d'effet de boule de neige, etc., etc. De toute façon, si on va dire vous pouvez vivre en payant cet impôt et que vous restez assez pour vivre et que ça rentre dans votre effort d'épargne mensuel, il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas réinvestir ce gain d'impôt qui sera de l'argent supplémentaire que vous aurez tout simplement. Donc que vient combler le PER? Puisque oui, effectivement, l'État, on le sait très bien, la France ne nous met pas à disposition des outils de défiscalisation comme celui-ci, juste pour le plaisir. C'est qu'il y a une raison derrière. Et la raison, c'est que la France possède un système de retraite par répartition, ce qui veut dire que les cotisations des actifs financent les pensions des retraités. Ce système est de nos jours fortement impacté par la démographie, puisque nous avons tout simplement 1,6 cotisants pour un retraité en 2021. Ce système est déficitaire depuis 1990, ce qui entraîne des baisses de pensions, vous avez certainement pu le remarquer. Le taux de remplacement brut des pensions moyen en France est de 60,2% des gains de pré-retraite. Cette source est de la source data.oecd.org.
Donc bien évidemment, tout va dépendre après de votre activité, de votre statut, etc. Ça peut aller même jusqu'à 40%, de 40 à 60%. Voilà, après c'est un peu au cas par cas. Mais ça c'est une moyenne. Comment peut-on alimenter son PER? Eh bien, donc nous pouvons l'alimenter un PER individuel, donc versement volontaire. Lors du transfert d'un PER d'entreprise vers un PER individuel, des versements spécifiques sont possibles. Sur le PER collectif, vous pouvez l'alimenter donc via des versements volontaires, des sommes issues de l'intéressement, des sommes issues de la participation, droit inscrit sur un CET. Et en l'absence de CET, les sommes correspondant à des jours de repos non pris dans la limite de 10 par an. Pour ce qui est du PER obligatoire, c'est la même chose que pour le PER collectif. Donc vous avez des versements, et en plus vous avez des versements obligatoires de votre part, hein, puisque comme son nom l'indique. Hop. Alors vous avez aussi des sommes issues du transfert d'autres PER, bien évidemment, hein, comme les autres. De combien peut-on alimenter son PER? Donc le plafond de versement pour un salarié, 10% des revenus professionnels nets de cotisations sociales et de frais professionnels. Maximum, il y a un plafond de 32 909 €. 10% du PAS, soit 4 114 € en 2022. Donc si vous avez tout simplement un revenu imposable, un revenu net imposable inférieur au PAS, eh bien vous allez bénéficier des 10% du PAS et non des 10% de vos revenus professionnels, ce qui serait plus avantageux pour vous. Plafond de versement pour un indépendant. L'indépendant, c'est différent. Il y a 10% des bénéfices imposables avec maximum toujours pareil, 32 909, plus 15% des bénéfices imposables compris entre 41 136 et 329 088. Ou alors vous pouvez opter pour 4144 qui est tout simplement les 10% du PAS, plus 15% du bénéfice imposable compris entre 41 136 et 329 088 pour donner justement ce plafond de 32 909. Mutualisation du plafond du PER, donc chose que tout le monde ne sait pas forcément. Il est possible tout simplement d'utiliser le plafond de son partenaire dans certains cas. Alors ça ne fonctionne par contre qu'entre époux ou partenaires de Pacs. Pour vous donner un exemple, s'il existe un écart de revenus conséquent entre monsieur et madame, ce qui entraîne donc que madame n'utilise pas son plafond de déductibilité de son PER, eh bien monsieur, grâce à la mutualisation du plafond, pourra bénéficier du plafond de madame. Madame a donc, imaginons dans ce cas, un plafond de 4 113 € et monsieur 5 887 €, eh bien il pourra dorénavant verser 10 000 € sur son PER et donc avoir une meilleure déductibilité. Bien évidemment, cette mutualisation ne se fait pas automatiquement, c'est à vous de la cocher afin d'avoir justement le plafond de votre partenaire. Comment marchent les plafonds non utilisés du PER? Bien évidemment, les plafonds de déduction non utilisés en année N est reportable sur l'une des 3 années suivantes, y compris pour les enfants, puisque bien évidemment, les enfants, eux aussi, seront attachés au foyer fiscal et donc eux aussi auront le droit à un plafond de PER qui sera égal tout simplement à 10% du PAS. Donc les cotisations versées au cours de l'une de ces 3 années sont imputées comme suit. En priorité sur le plafond de l'année au cours duquel le versement est réalisé, puis sur le plafond non utilisé de l'année N-3, N-2 et N-1. Voilà, donc lorsque vous avez des plafonds qui sont non utilisés, eh bien ils ne sont pas perdus pour les 3 années précédentes, puisque vous allez pouvoir tout simplement les utiliser et donc avoir droit à un plafond supérieur jusqu'à ce que vous utilisez tous vos plafonds disponibles. Alors, maintenant on va regarder du coup un peu plus près l'impact de ces versements sur sa fiscalité. Donc comme je vous disais, il y a 2 possibilités. Soit vous déduisez vos versements à l'entrée, ils sont donc déduits de votre revenu imposable. Exemple, vous êtes dans une tranche à 30%, vous versez 1 000 € sur votre PER au cours de l'année, eh bien vous allez économiser 300 € d'impôt, 1000 fois 30%. Vous souhaitez les ressortir lors de votre retraite, votre tranche est maintenant à 11%. Vous allez donc payer 110 € d'impôt. Votre réelle économie d'impôt est donc de 190 €. Le choix de la déduction doit être stratégique et calculé. Bien évidemment, si vous êtes à une tranche 30% et que vous arrivez à la retraite et que vous êtes sur une tranche à 0%, imaginons, vous n'avez pas payé d'impôt forcément. Mais c'est pour ça qu'il est intéressant, on parle plutôt de report d'imposition que de réelle déduction. J'aime pas le mot déduction puisque pour moi c'est un report qu'autre chose. Par contre, ça vous permet des choses, comme je vous le disais,
eh bien, ça vous permet de faire fructifier quand même votre argent. Donc, fructifier votre argent pour votre retraite, puisqu'il sera également, comme sur un contrat d'assurance vie, investi sur des fonds, donc qui vont performer plus ou moins, puisque comme l'assurance vie, hein, tous les contrats ne se valent pas, vous pouvez avoir un PER qui est merdique et un PER qui est très bon. C'est pas parce que vous avez un PER qui est mauvais que tous les PER sont mauvais, ça il faut le savoir. Donc voilà. Et sur les versements non déduits à l'entrée, comment ça se passe? Eh bien, ils sont tout simplement pas déduits de votre revenu imposable. Vous êtes donc dans une tranche à 30%, vous versez 1000 euros sur votre PER au cours de l'année, vous allez payer 300 euros d'impôt sur ces 1000 euros. Vous souhaitez les ressortir lors de votre retraite, votre tranche est maintenant à 41%, vous avez énormément investi entre temps. Donc en gros, voilà, je dis que voilà, vous avez énormément investi puisque vous avez monté la tranche à 41%. Vous ne payez donc pas d'impôt à la sortie. Si vous aurez opté pour la déduction à l'entrée, vous aurez payé 410 euros d'impôt. Votre économie d'impôt théorique est de 110 euros. Puisque oui, là, on parle d'impôt théorique pour le coup. Le choix de la déduction doit être stratégique et calculé, je tiens bien encore à préciser. Voilà, c'est là vraiment, voilà, c'est un petit exemple pour vous expliquer. Comme je vous disais, cette chaîne n'est pas du conseil, mais là, juste c'est de vous simplifier un peu les choses. Mais il faut vraiment mettre ça sur papier et vraiment bien regarder ce qui est le plus intéressant dans votre cas personnel, puisque chaque personne est différente. Chaque objectif est différent. Transférer son PER. Donc, il est possible de transférer son PER, un PER individuel, donc PERP, Madelin, Préfonds, Perco, Corem, CRH, article 83. Possible également de transférer votre PER individuel vers tous les autres PER. Vers le PER collectif, vous pouvez transférer PERP, Madelin, Préfonds, Perco, Corem, CRH, article 83. En fait, vous pouvez transférer en fin de compte. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez transférer tout simplement tous les PER vers un autre PER. Et également possible de transférer votre PER1, votre PER collectif ou votre PER obligatoire vers tous les autres PER en fin de compte. Sortie anticipée de son PER. Donc, vous pouvez sortir en anticipé, bien évidemment, et pas attendre la retraite, mais c'est seulement dans certains cas spécifiques qui sont que je vous ai exposés juste ici. Invalidité, vous, vos enfants, votre époux ou épouse, votre partenaire de Pacs. Décès de votre époux, épouse ou de votre partenaire de Pacs. Expiration de vos droits aux allocations dommages. Chômage. Surendettement. Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. Ou, le plus fréquent, achat de votre résidence principale. Beaucoup de personnes, du coup, se disent, eh ben, c'est pas grave, je vais prendre un PER, et puis l'argent, je vais le sortir quand je vais acheter ma résidence principale. Grave erreur. Grave erreur, puisque tout simplement, faut pas oublier, comme je vous disais, c'est un report d'imposition. Donc, si vous vous dites, je mets de l'argent sur mon PER avec une déductibilité à l'instant T de mes versements, je suis sur une tranche à 11%. J'ai mis 10 000 euros, j'ai économisé 1100 euros d'impôt. Sauf que 10 ans plus tard, j'achète ma résidence principale. Mais là, par contre, j'ai monté en grade, etc. Je suis maintenant à une tranche à 30%. Je ressors. Bon, j'ai pas gagné de l'argent, j'en ai même perdu. Enfin, après, il y a eu les intérêts qui sont cumulés, mais dans ce cas, autant ouvrir un contrat d'assurance. Fiscalité en cas de sortie anticipée de son PER. Situation exceptionnelle, donc invalidité, décès, expiration de vos droits aux allocations chômage, surendettement, cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. Donc vous allez être totalement exonéré d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux sur la part du retrait correspondant au versement que vous avez réalisé. En revanche, les intérêts produits par les versements donnent lieu à un paiement des prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Pour l'achat de résidence principale, la part du retrait correspondant au versement que vous avez réalisé est imposée à l'impôt sur le revenu, mais est exonérée de prélèvements sociaux. La part correspondant à la valorisation est imposée au PFU de 30%. Si vous sortez à la retraite, vous pouvez sortir soit en versement en capital, en versement en rente, en versement en partie en capital et en partie en rente. Vous pouvez bien sûr retirer votre capital en plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé de arriver à la retraite et devoir retirer tout votre capital en une fois. Vous pouvez le retirer en plusieurs fois. Fiscalité à la sortie en capital. Donc, les versements volontaires qui ont été déduits, la part du capital correspondant au versement volontaire déduit fiscalement est imposée suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu et exonérée de prélèvements sociaux. La part du capital correspondant aux plus-values est imposée à l'impôt sur le revenu, 12,8%, et aux prélèvements sociaux, 17,2%, soit tout simplement la flat tax ou le PFU. Vous pouvez également opter pour l'option au barème progressif. Pour tout ce qui va être les versements volontaires non déduits, eh bien, seuls les gains liés au versement seront imposés au PFU.
Fiscalité à la sortie en cas de rente, eh bien le versement volontaire déduit. Donc, imposer un impôt sur le revenu après abattement de 10% plafonné, minimum 400 € par pensionné, maximum 3 912 € par foyer fiscal. Également soumise aux prélèvements sociaux, 17,2%, mais après un abattement de 30% à 70% qui va dépendre de votre âge. Pour les versements volontaires non déduits, eh bien vous serez imposé à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 17,2%, après un abattement de 30% à 70% qui dépend de votre âge. En cas de décès, au décès, le plan se clôture. Donc, pour un décès avant 70 ans, abattement de 152 500 € appliqué sur les sommes versées sur le contrat. Décès après 70 ans, abattement de 30 500 € appliqué sur les sommes versées du contrat. Comme on peut le voir, ça reprend en fin de compte l'assurance vie. Sauf que l'assurance vie, c'était les versements qui faisaient foi. Et là, c'est le décès. S'il s'agit d'un PER, compte titre, l'épargne, quant à elle, sera intégrée à la succession. Donc, attention, il y a une différence entre un PER compte titre et un PER assurantiel. Est-ce que tous les PER se valent? Un PER est un produit permettant de défiscaliser tout en préparant sa retraite. Ce principe reste le même, peu importe chez qui vous ouvrez votre PER. Cependant, ce qui se trouve à l'intérieur, les fonds, les options, sa gestion, ses frais, le service client, le conseiller, diffère selon chez qui vous ouvrez votre PER. Chaque PER n'est pas équivalent. Voilà, donc je tiens bien à le préciser. C'est ce que justement je vous disais un petit peu plus tôt, comme pour aussi l'assurance vie, comme pour tout en fait. Voilà. PER compte titre ou PER assurance. Effectivement, je vous ai un petit peu parlé qu'il y avait un PER compte titre et un PER assurance. Et donc, on va regarder ça un peu de plus près pour savoir c'est quoi les différences qu'il y a entre les deux. Donc, les placements disponibles, le PER compte titre a des titres vifs non cotés ou cotés, SCPI, SIC, etc. Le PER assurance, quant à lui, aura un peu comme l'assurance vie, c'est-à-dire unité de compte et fonds euros. Pour les garanties, il n'y a pas de garantie en capital ni complémentaire pour le PER compte titre. Pour le PER assurance, il y a une garantie en capital possible grâce aux fonds en euros. Pour le PER compte titre, les frais sont des frais de garde généralement faibles et frais de courtage. Pour un PER assurance, il va y avoir des frais d'entrée, des frais de gestion annuelle, des frais d'arbitrage, donc beaucoup plus de frais. Les PER compte titre, en cas de décès, sera versé aux héritiers. Un PER assurance sera versé à un bénéficiaire ou des bénéficiaires désignés. PER compte titre, en cas de décès, taxé aux droits de succession. PER assurance, avantage de 152 500 € si décès avant 70 ans ou 30 500 € si plus de 70 ans. Donc on peut voir qu'on retrouve quand même pas mal de points communs avec l'assurance vie. Bien évidemment, par rapport aux frais, faut savoir que, comme je vous disais, chaque contrat n'est pas le même et donc sur des contrats, vous allez avoir plus de frais que d'autres. Et donc forcément, ça va pouvoir impacter forcément votre performance. Donc voilà pour cette vidéo sur le PER. J'espère que j'ai été le plus simple et compréhensible possible. J'espère que cette vidéo va vous permettre justement de comprendre un peu plus le PER, puisque le PER est quand même quelque chose aussi d'assez utilisé, mais pas forcément bien compris par tout le monde et pas forcément non plus creusé. Donc c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. En tout cas, écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.